Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un topo de psychiatrie sur le trouble bipolaire. Je m'appelle Nathan Mittelman et je suis interne en psychiatrie à Clermont-Ferrand. Tout d'abord, la première diapo sur le sommaire. Autant vous dire tout de suite que le cours étant assez long, j'ai dû faire quelques concessions pour cette vidéo, notamment sur les comorbidités et les bilans pré-thérapeutiques du trouble bipolaire. Donc, je vais commencer par l'introduction, ensuite je vais faire un peu d'épidémiologie, puis je vais passer pas mal de temps sur la sémiologie du trouble bipolaire. Ensuite, on parlera des différentes formes cliniques, ensuite de deux caractéristiques importantes qui tombent souvent dans les QCM-CIDES, et enfin, on finira par le traitement et les mesures associées. Alors, l'introduction. Le trouble bipolaire est fréquent, et je rappelle que ce qui est censé tomber aux ECN, c'est ce qui est fréquent et grave, donc ça en fait un candidat potentiel pour un bon sujet. Ensuite, c'est une des premières maladies qui a été décrite dans l'Antiquité, à l'époque pré-Hippocrate. Pour la petite histoire, elle a été affubée de jolis petits noms comme la folie à double forme ou alors encore la folie circulaire. C'est une maladie qui peut se présenter sous la forme de manie ou de dépression, mais il existe aussi des phases intercrétiques. Durant ces phases intercrétiques, les capacités du sujet sont altérées par rapport à une personne indemne de la pathologie. Par exemple, l'humeur peut tendre vers les négatifs avec plus d'insomnie et des altérations cognitives. Et j'en passe, on en parlera après. C'est donc avec des super capacités de dessinateur que je vous ai fait une schématisation du trouble bipolaire. Donc, on a la ligne d'humeur normale, on a, si jamais elle tend vers le haut, ce sera de la manie, si elle tend vers le bas, ce sera de la dépression. Donc on voit que l'humeur du sujet va être en phase intercrétique, donc sans crise, un peu en dessous de la ligne normale, donc ce sera une humeur plutôt dépressive. Ensuite, il va y avoir un épisode dépressif caractérisé, puis une autre phase intercritique où l'humeur sera encore basse, mais un peu moins que pendant l'épisode. Encore un épisode dépressif caractérisé. Puis il va y avoir une phase maniaque où l'humeur va monter, puis redescendre pour refaire une phase intercritique où l'humeur sera un peu plus basse que celle normale. On va donc faire une petite diaporama sur l'épidémiologie pour bien nous mettre les idées au clair. On aura 1 à 4% de la population atteinte d'un trouble bipolaire. On peut même aller jusqu'à 10% si on élargit les spectres de définition. La pathologie est extrêmement suicidogène et c'est notamment la deuxième pathologie la plus importante après l'anorexie mentale. Le début de la maladie va être entre 15 et 25 ans, souvent après la puberté des patients. Le sexe ratio va être de 1, donc on aura autant de femmes que d'hommes. Selon l'OMS, le trouble bipolaire fait partie des 10 maladies les plus coûteuses et les plus invalidantes au plan mondial. C'est dans votre référentiel, donc ça peut vraiment ouvrir le champ sur avoir un QCM sur cette pathologie. Il faudra faire attention au problème de retard diagnostique qui est d'environ 10 ans, parce que souvent les premières manifestations sont dépressives, qui vont nécessiter l'hospitalisation ou la consultation avec un psychiatre. Il ne faudra pas oublier de rechercher un état maniaque ou hypomaniaque dans les antécédents. On va donc attaquer les choses sérieuses avec la sémiologie et notamment la sémiologie du syndrome maniaque. Dans votre référentiel, les symptômes du syndrome maniaque sont divisés en trois composantes. La composante perturbation psychoaffective, la composante perturbation psychomotrice et la composante perturbation physiologique. Donc on va détailler un peu tout ça et faire de la sémiologie dessus. Dans la composante perturbation psychoaffective, on va avoir une élévation de l'humeur, une euphorie et surtout ce qu'on voit le plus en service, une irritabilité. Donc vous ne vous laissez pas distraire, si vous avez une irritabilité, ça peut être un symptôme d'un syndrome maniaque. Au niveau des émotions, on peut avoir une humeur labile, une hyperesthésie, c'est-à-dire une réactivité excessive de l'humeur aux stimuli émotionnels externes. Ça va être par exemple un patient qui va pleurer parce qu'il a oublié de vous dire bonjour au début de l'entretien. On peut aussi avoir une hypersyntonie, c'est-à-dire une participation spontanée et une adhésion rapide à l'ambiance affective du moment. Alors, pour vous donner un exemple, ça peut être un patient qui va entendre un groupe de gens rigoler. Il va arriver en rigolant alors qu'il n'a rien entendu de la conversation. Normalement, on connaît tous un ami qui est un peu comme ça, et si jamais on ne le connaît pas, ça veut dire qu'on peut être éventuellement cette personne. On va aussi avoir une anomalie du contenu de la pensée avec la mégalomanie et des idées de grandeur. Et on peut aussi avoir des délires mystiques. Concernant les perturbations psychomotrices, on va avoir une accélération du cours de la pensée, donc la tachypsychie, une accélération des idées, un passage du coq à l'âne, des jeux de mots ou même des associations par assonance. Alors qu'est-ce que c'est les associations par assonance? Ça va être un patient qui va vous dire oui docteur, le moral ça va, comme la moutarde parce que la morale par amour du goût, voilà, on fait un petit placement de produit en même temps. Au niveau de la cognition, on peut avoir des hypervigilances ou au contraire une distractibilité importante. Donc, ce patient qui va voir un écureuil pendant l'entretien et qui va rester bloqué dessus.
On va aussi avoir des perturbations motrices et comportementales avec une logorrhée, une hypermimie, c'est-à-dire des sourires forcés, un jeu de sourire et de grincement de dents, ou même une désinhibition. Concernant la composante perturbation physiologique, ça va être les perturbations des fonctions instinctuelles. Donc les fonctions instinctuelles, je vous en ai déjà parlé, c'est la nourriture, dormir et la sexualité. On va donc pouvoir avoir une hypersexualité, une insomnie ou même des anorexies. Rapidement, vous parlez du syndrome hypomaniaque. Alors le syndrome hypomaniaque, ça va être essentiellement pareil que le syndrome maniaque, mais avec des symptômes qui vont être atténués. Il va y avoir une rupture avec l'état antérieur quand même, hein. Il n'y aura pas d'hospitalisation en milieu spécialisé, sinon ça va être un syndrome maniaque et il durera moins de 4 jours. C'est cette notion de temps notamment qui va vous faire différencier un syndrome maniaque qui va être supérieur à 7 jours et un syndrome hypomaniaque qui va être inférieur à 4 jours. Ça tombe vraiment pas mal dans les QCM que j'ai pu voir. Maintenant, le syndrome dépressif, donc ça va être la troisième phase possible dans les troubles bipolaires. Je vais vous renvoyer vers le topo que j'ai déjà fait dans la première ConfTube. Je vais donc vous parler maintenant des différentes formes cliniques du trouble bipolaire. On va donc avoir le type 1, 2 et 3. Dans le type 1, on peut retrouver un ou plusieurs épisodes maniaques. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un patient qui a un syndrome maniaque, vous pouvez donc dès lors le classer dans un trouble bipolaire de type 1. Attention, il peut ne pas y avoir forcément d'antécédents d'épisodes dépressifs, on peut poser le diagnostic sans. Par contre, on peut avoir, à partir du moment où on a déjà établi le diagnostic de trouble bipolaire de type 1, on peut avoir des épisodes hypomaniaques. Ça peut s'inclure dans le spectre du trouble bipolaire de type 1. Dans le type 2, on doit avoir un ou plusieurs épisodes hypomaniaques et un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs. Ça veut dire que on ne peut pas avoir d'épisode maniaque. À partir du moment où il y a un épisode maniaque, ce sera un transfert du type 2 ou du type 1. Et il est nécessaire, dans ce cas, d'avoir des épisodes dépressifs associés. Parce qu'un épisode hypomaniaque isolé, ce n'est pas pathologique. Concernant le type 3, ça va être des épisodes maniaques ou hypomaniaques qui vont être induits, mais uniquement sous antidépresseurs, et non pas sous toxiques du style cannabis, cocaïne, etc. Les deux prochaines diapos sont mises parce que j'ai trouvé énormément de QCM portant dessus, donc les professeurs ont l'air de bien aimer ça. Donc c'est des petits points du cours qui sont assez simples à comprendre, mais qu'on doit avoir entendu au moins une fois pour assimiler. Ça va donc être les spécifications décrivant l'évolution des épisodes récurrents. On va donc avoir le caractère saisonnier. Le caractère saisonnier peut être porté quelle que soit la polarité de l'épisode, que ce soit maniaque, hypomaniaque ou dépressif. Il faut qu'il y ait une relation temporelle régulière entre les deux symptômes et une période de l'année, automne-hiver par exemple, hein, ou printemps. Et il ne faut pas que ce soit lié à des facteurs de stress environnementaux, comme un anniversaire traumatique ou autre. Il faut qu'il y ait une rémission complète ou un inversement de polarité qui survienne au cours d'une période particulière de l'année, entre les deux périodes. Et il faut qu'il y ait au moins 2 épisodes saisonniers au cours des 2 dernières années. Voilà, c'est 3 éléments importants à savoir pour le trouble bipolaire à caractère saisonnier. Concernant le trouble bipolaire à cycle rapide, il faut savoir que c'est une pathologie plus sévère et plus résistante que le trouble bipolaire de type 1 conventionnel. Dans la définition, il faut que sur les 12 derniers mois, il y ait au moins 4 épisodes de changement d'humeur. Donc ça va être par exemple humeur dépressive, retour à la normale de son épisode dépressif, de nouveau épisode dépressif caractérisé, retour à la normale, épisode maniaque, voilà. Et il n'y a pas de distinction de polarité, donc on peut faire 4 épisodes dépressifs caractérisés d'affilée, ça peut être caractérisé comme un trouble bipolaire à cycle rapide. Je me suis permis de vous mettre une petite photo de Freud en tenue de soirée avant d'attaquer les traitements pour vous faire un peu relâcher la pression. Alors, concernant les traitements, on va donc attaquer par le lithium, ensuite les anticonvulsivants, puis les antipsychotiques. Une petite diaporama d'introduction pour les traitements. Donc je vous ai repris mon Van Gogh de tableau sur l'humeur, la phase dépressive et les phases maniaques, et je vous ai rajouté 2 petites lignes rouges. Alors qu'est-ce que c'est ces lignes rouges? Ça va être les lignes dans lesquelles on va essayer de stabiliser l'humeur. L'humeur, on peut la faire augmenter grâce aux antidépresseurs, mais le problème c'est que ça va juste la faire augmenter, ça va pas la stabiliser. On va donc utiliser des stabilisateurs de l'humeur, à type donc soit de lithium, d'anticonvulsivants de style Depakote
ou alors d'antipsychotiques de deuxième génération pour essayer de mettre l'humeur entre la manie et la dépression, mais vraiment la stabiliser au plus proche d'une humeur qui va être normale. Tout d'abord, le lithium. Dans votre référentiel, c'est considéré comme le traitement de référence. C'est pas celui qu'on mettra à chaque fois en première intention, mais ça va être le traitement de référence. Pourquoi? Parce que ça va être le seul thymorégulateur qui va être efficace dans la prévention du suicide. Et on sait que le suicide chez le trouble bipolaire, c'est important. On va devoir faire une lithémie à 12 heures de la prise quand on va rechercher un équilibre. Et l'équilibre doit être entre 0,8 et 1,2 milliéquivalence par litre. Alors oui, ce chiffre est à apprendre et il est régulièrement demandé dans les QCM. On va avoir une élimination qui va être à la fois rénale et hépatique, donc on va avoir en rapport des bilans annuels hépatiques et rénaux. Le lithium est interdit chez la femme enceinte, donc il faudra faire des bêta-HCG avant de l'instaurer. Ensuite, passons aux anticonvulsivants. Donc, il y en a un seul cité dans votre référentiel, c'est le Dépacote. Le Dépacote, pas grand chose à savoir dessus, si ce n'est qu'on ne doit pas le mettre chez la femme enceinte et qu'il a une élimination hépatique. On va donc avoir un bilan de suivi qui va être par NFS plaquettes, puis bilan hépatique régulier, c'est noté comme ça dans votre référentiel sans notion de temps, à initiation, puis ensuite ça va être tous les 6 mois. Et en dernier, les antipsychotiques, donc les antipsychotiques de deuxième génération, qu'on appelle les antipsychotiques atypiques. Ils sont nommés de deuxième génération parce qu'ils auront moins d'effets secondaires au plan somatique. Il faut absolument les savoir tous les quatre avec leurs deux noms, donc le lanzapine qui va être le Zyprexa, la zipéridone qui va être le Risperdal, l'aripiprazole qui va être la Abilify et la quetiapine qui va être le Xeroquel. Comme tous les antipsychotiques, il faudra un ECG avec mesure du QT et il faut faire attention donc à la prise de poids, et notamment avec le tour de taille, etc. Et pour finir, donc une diapo sur les éléments associés. On peut donc avoir la sauvegarde de justice. Pour rappel, la sauvegarde de justice va pouvoir protéger les biens en urgence, parce que la curatelle et la tutelle, ça se met pas en urgence, hein. Ça va être renouvelable une fois, donc un an, renouvelable encore un an. L'inscription sur les affections longue durée 30, donc à 100%, avec exonération du ticket modérateur. Possiblement, selon les cas, un dossier pour la MDPH. Possiblement, pareil, selon les cas, un dossier pour une curatelle ou une tutelle à mettre en place. Et surtout, ne pas oublier donc la psychoéducation et la psychothérapie dont j'ai pas le temps de parler, mais tout est bien consigné dans votre référentiel et c'est bien expliqué. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon courage pour les QCM et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et à me demander. Au revoir.